bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce premier podcast Yellow Voice. Donc nous sommes aujourd'hui avec Mohamed El Mokhtar Aïdara, qui est notre guest aujourd'hui et qui a l'honneur de nous présenter son job euh, de cloud DevOps dans le cloud. Donc ça sera aujourd'hui une première. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre guest, Mohamed, qui se présente. Alors Mohamed, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi aujourd'hui? Parce que je sais que j'ai beaucoup de choses sur toi, mais je vais déjà te laisser commencer par l'introduction. Il n'y a pas de souci. Déjà, merci Célou de me donner l'opportunité, on va dire, de m'exprimer aujourd'hui. Donc, comme il a dit, moi, je suis Mohamed El Mokhtar Aidara, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur cloud automatisation depuis 7 ans à peu près. Je suis né, j'ai grandi au Mali. Après, je suis venu en France pour les études. Je suis passé par diverses villes, Lyon, Saint-Étienne, Paris. Donc là, actuellement, je suis en Île-de-France depuis 2017 où j'évolue dans le monde du cloud. Actuellement, je suis en poste dans une boîte dans la fintech euh, qui gère des moyens de paiement, des cartes bancaires. On fait beaucoup de choses. Donc, moi, je suis dans la partie création et gestion de cartes bancaires. Donc voilà un peu grosso modo mon profil. Donc voilà. Alors, je sais que le métier du cloud, c'était pas quelque chose de direct et de quelque chose qu'on peut voir directement en sortie d'école. Qu'est-ce qui a justement fait que euh, toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans ce métier? Alors ça, c'est une très bonne question. On va dire que je suis arrivé un peu là par hasard. Déjà, pour parler un peu de ma formation, j'ai une formation généraliste en informatique que j'ai fait à l'INSA de Lyon après 2 ans à la fac. Donc, dès l'école, je me disais pas, ah, à la sortie, je fais du cloud. Au tout départ, je faisais que du développement Java classique, hein. Donc, rien d'extraordinaire. J'ai fait du développement mobile. Ensuite, j'ai fait du développement back-end avec du Java J2E à l'époque. En fait, le tournoi est arrivé, je crois, en dernière année. Donc, j'avais fait mon stage de fin d'études chez EDF. À l'époque, je faisais pas vraiment le cloud comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, c'était du cloud vraiment privé. Donc, tout ce qui est gestion des machines virtuelles sur les data centers de la boîte avec du VMware. Donc, des choses assez classiques qu'on retrouve partout. D'accord. Donc finalement, juste pour effectivement résumer, c'est que le cloud, ça va être pour la notion de rapidité. Donc déjà, je commence sur un marché, j'ai pas envie d'acheter beaucoup de serveurs, de pouvoir construire quelque chose qui va être conséquent. Donc je peux directement m'appuyer sur les cloud fournisseurs comme Amazon, Google, qui vont me donner le service et en retour, moi, je vais payer au mois sous forme d'abonnement. Donc c'est vraiment ça. Et comme ça, je me concentre sur mon cœur de métier. Tout à fait. Ouais. Une petite précision. Là, t'as pas vraiment une notion d'abonnement. En fait, tu payes à la demande. Si tu sais que tu as besoin de ton cluster ou ta machine que sur la journée, bah, tu l'allumes que durant la journée et la nuit, tu l'éteins et tu vas pas payer quand ta machine est éteinte. Donc, contrairement au fournisseur de serveur classique où tu payes le serveur tous les mois, donc que tu l'utilises ou pas, tu vas payer 30 euros. Donc, c'est pas vraiment le cas avec le cloud. Donc, tu payes que quand tu l'utilises, en fait. Bien évidemment, il y a des coûts fixes en fonction des services que tu utilises. Mais la puissance, vraiment, c'est une utilisation à la demande et non pas un système d'abonnement. Bien évidemment, tu peux prendre des abonnements pour baisser les coûts parce que ils te permettent, si tu sais que tu vas avoir besoin de ton serveur pendant 1 an, donc tu peux choisir le type de pricing qui fait que ils te font des réductions si tu es prêt à t'engager sur 1 an, par exemple. D'accord. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Je reviens là-dessus. Il n'est pas forcément dit qu'on va rentrer effectivement dans le détail, mais pour ces personnes-là aujourd'hui qui s'imaginent les DevOps ou les ingénieurs cloud comme des ovnis qui ne parlent pas le même langage que nous, je pense que l'idée, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que on va sur le cloud pour des besoins de rapidité, pour des besoins de gestion de coûts et ensuite aussi pour des besoins d'automatisation. C'est un peu ça que toi, tu fais un peu au quotidien. Et justement, dans ton rôle aujourd'hui,
si on essaye de rentrer un peu plus dans le détail, en quoi consiste un rôle de DevOps? Et je dirais même la question avant, c'est comment on passe du dev au DevOps? DevOps, c'est un terme qui est malheureusement un peu galvaudé en ce moment. Certains vont te dire que DevOps, c'est pas un métier, c'est plus une méthodologie, une philosophie, une manière de travail. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat que je trouve inutile, que ça fait des années, tout le monde dit DevOps, c'est pas un métier. Et en même temps, on voit des centaines, voire des milliers d'offres d'emplois où des gens cherchent des DevOps. Donc, bref, donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, DevOps, c'est vraiment la concaténation de développe- euh, développement et opération. En gros, l'idée derrière DevOps, c'est que traditionnellement, on a les devs d'un côté qui font leur développement en Java, Python, etc. Et on a les Ops de l'autre côté qui gèrent les serveurs. Donc, il y avait un peu un silo entre les deux. Donc, quand le dev a fini son développement, il donne l'application à l'Ops qui va le déployer. Donc, le dev ne sait pas comment ça marche. L'Ops aussi ne s'intéresse pas au dev. Donc, l'idée, c'est un peu de réconcilier les deux mondes, on va dire, et de faire de telle sorte que toute la chaîne de déploiement, toute la chaîne de construction et de déploiement soit le plus fluide possible. Donc, que les devs aient un peu plus de visibilité sur comment leur application sera déployée. Comme ça, ils pourront optimiser certaines choses, que aussi les ops, entre guillemets, soient un peu plus proches des devs pour qu'ils comprennent un peu ce qu'ils font. Donc, pour ma part, moi, j'avais un profil dev, purement dev pour le coup. Donc, j'ai commencé à aller un peu plus vers la partie ops durant mon dernier stage de fin d'études, où je mettais en place des process d'automatisation et de déploiement de serveurs et de collecte des métriques. Donc, si on est dev, on veut aller vers le DevOps, il faut un peu plus s'intéresser à des problématiques de gestion de serveurs, comment je déploie mon application, comment je mets en place des serveurs web, comment je monitore, donc toutes ces problématiques-là. Donc, si on est un peu plus Ops, c'est un peu dans le sens inverse. On va essayer un peu plus de comprendre les problématiques de développement, euh, comment versionner mon code, un peu connaître certains design patterns, comme on dit. En gros, comment organiser mon code pour qu'il soit le plus clean, le plus extensible possible. Donc, ça dépend vraiment de d'où l'on vient. Donc, si on vient du dev, on s'intéresse un peu plus à l'ops. Le côté ops, on s'intéresse un peu plus à des problématiques de développement. D'accord. Non, c'est très clair. Et donc, il faut vraiment aujourd'hui avoir une compétence un peu double sans pour autant être expert, très expert ni en dev, ni très expert en ops, parce que cela sera un peu compliqué. Ok. Et en termes de carrière, justement, comment cela se passe? Donc, si je suis quelqu'un, par exemple, qui vient de sortir d'école ou quelqu'un qui vient de commencer son CDI, comment est-ce que ça se passe sur les 5 premières années en termes de développement de carrière? Et ensuite, on reviendra sur la suite, sur qu'est-ce qu'il y a au-dessus du métier, justement, de DevOps. Ça va dépendre vraiment, grosso modo, pour quelqu'un qui sort d'école. Ça va surtout dépendre des stages qu'il a fait. Donc, moi, pour ma part, ça s'est joué durant mon dernier stage de fin d'études où j'ai vraiment commencé à mettre la main dans le monde du DevOps. Donc, si c'est quelque chose qui m'intéresse, je sais ce que je veux faire à la sortie. Donc, j'ai tout intérêt à essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde du DevOps et du cloud. Si j'ai l'opportunité de faire des stages dedans, je le fais. Ensuite, si c'est pas le cas, si j'ai commencé en tant que dev, par exemple, comme je disais, il faut vraiment essayer de comprendre un peu le monde de l'Ops, comprendre les services que les cloud providers ont. Ensuite, il y a les certifications qui aident beaucoup. Donc, certains diront que c'est juste du marketing, peu importe. Moi, j'ai fait pas mal de certifications en début de carrière qui m'ont permis vraiment de mettre la main un peu dans la pâte, de comprendre les services que les cloud providers ont. Donc, c'est les certifications AWS que j'ai passées pour le coup. Donc, c'est ma boîte qui m'a pas trop donné le choix. On m'a dit, Mohamed, tu as 3 mois pour passer les certifications. Comme ça, tu pourras avoir plus de missions. Bon, j'avais pas le choix. Je les ai passées. Donc, ça m'a beaucoup aidé.
Donc, je conseille vraiment aux gens de passer des certifications, pas pour l'aspect marketing, pour mettre après sur LinkedIn, j'ai 3 certifications, mais en passant la certification, en passant les cours, on comprend quand même beaucoup de choses aussi. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, la certification, c'est pas une fin en soi. C'est bien de l'avoir, hein, ça t'ouvre des portes, on va pas se mentir, hein, mais c'est aussi un moyen de mettre un peu la main à la pâte pour comprendre ce que font les cloud providers. Donc, il y a plusieurs certifications. Certains sont plus orientés dev, d'autres plus ops, et d'autres purement de l'architecture cloud AWS ou GCP, peu importe. Donc ça, c'est une manière un peu de monter en compétence. D'accord. Donc, admettons maintenant, donc là, j'ai fait un premier stage euh, en tant que DevOps. Maintenant, j'ai une première certification. À quoi je peux prétendre en termes de responsabilité ou de poste? Sur quel type de poste je peux me positionner? Et la deuxième question, quels sont à peu près les salaires d'entrée sur ces types de postes? Alors, euh, de mon expérience, j'ai vu principalement 2 organisations dans lesquelles un DevOps, entre guillemets, peut évoluer. Donc, souvent, on met le DevOps, entre guillemets encore, directement avec les équipes de développement. Donc, il participe aux cérémonies des équipes de développement. Donc, il est un peu plus proche d'eux. Donc, il va les aider directement à mettre en place ce qu'on appelle des chaînes de CI/CD. CI, c'est pour Continuous Integration, et CD, c'est pour Continuous Delivery ou déploiement, peu importe. Donc, il est un peu plus proche d'eux, il les aide au quotidien. Il y a cette première organisation. Donc, ce qui peut aussi arriver, on peut avoir des équipes plateformes ou système team. Donc, il y a plein de termes pour définir à peu près la même chose. Où le DevOps est un peu détaché, où il met en place des services partagés pour toutes les équipes. Pour répondre à ta deuxième question, alors, les salaires depuis le moment où moi j'ai commencé ma carrière, maintenant, je pense qu'ils ont beaucoup évolué. En toute transparence, quand moi j'ai commencé, en fixe, je devais avoir 38 000. Je pense que c'était en 2017. Je pense que là, ça a beaucoup évolué. Un DevOps, de ceux que j'ai vus récemment qui se débrouillent pas trop mal, il devrait pouvoir commencer en Ile-de-France, en tout cas, à peu près 40-42. D'accord. Donc ça, c'est en début de carrière. Donc je commence à avoir quelques petites tâches. Donc comme tu l'as un peu mentionné. Et donc je vais monter au fur et à mesure en responsabilité. Donc à partir de quand on peut commencer à classer euh, justement les DevOps entre senior et junior? Donc quand est-ce que je passe ce cap justement de DevOps junior et quand est-ce que je deviens DevOps senior et qu'est-ce qui fait la différence entre un DevOps junior et un DevOps senior? Ça, tout ce qui est junior, senior, c'est très relatif. Ça va surtout dépendre des entreprises dans lesquelles la personne évolue. Moi, je suis senior dans ma boîte. Peut-être demain, je vais aller dans une plus grosse boîte, par exemple Google, Microsoft, je ne serai pas senior. Parce que peut-être que ce qu'on va attendre du senior est un peu plus élevé. Ils vont se dire que dans leur contexte, je n'ai pas les compétences pour. Donc, quand on parle de junior, senior, c'est vraiment un peu relativisé. On a tendance justement à, à aller chercher ce grade de senior, souvent très rapidement, sans pour autant s'assurer que les prérequis et les bases sont solides. Et ça dépend effectivement des boîtes. Il y a des boîtes qui vont préférer la stratégie de promotion. Donc, souvent des petites boîtes qui vont très rapidement, même en sortie d'école, au bout de quelques mois ou même voire la première année, proposer un grade senior à certaines personnes. Et on va se rendre compte, ces mêmes personnes, quand on les voit sur le marché du travail, sont à la rigueur peut-être juniors confirmés, mais pas forcément seniors. Et ça peut être souvent frustrant pour certaines personnes, mais l'idée derrière, c'est surtout, comme tu l'as bien mentionné, ce n'est pas de courir derrière ce grade de senior, parce qu'on verra peut-être en fonction des entreprises, il y a des juniors qui peuvent gagner dans certaines entreprises beaucoup plus que même des seniors, voire même des managers. Donc ça dépend vraiment de la responsabilité et aussi de la structure de la boîte.
le grade est en soi, comme tu l'as dit pour les certifications, un élément de jugement de qualification, mais ce n'est pas une fin en soi parce que suivant justement la boîte et aussi surtout le plan de carrière de la personne, être junior ou senior dans certaines boîtes peut complètement changer la trajectoire. Début de carrière, tu es forcément junior. Donc, moi, je me suis pas vraiment arrêté sur le grade pour dire, tiens, d'ici 3 ans, il faut que je sois senior, staff ou peu importe. Donc, j'ai juste essayé de bien faire mon taf. Et ce qui est important surtout, c'est bien de bien faire son taf. C'est la moindre chose. Mais il faut aussi le faire savoir. Parce que j'ai vu des gens dans plein de boîtes qui étaient très bons. Malheureusement, en termes de communication, en termes de marketing, pour bien se vendre, pour que les personnes clés le sachent, c'était pas trop ça. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner aux juniors, c'est fais bien ton taf. Pour moi, ça, c'est le minimum. Et essaye vraiment de le faire savoir. Donc, faut pas se dire que, ah, je vais faire bien mon taf dans mon coin. Et par magie, il y a les managers et tout le monde va savoir, ah, lui, il est bon, faut qu'on augmente, etc. Ça marche pas comme ça, malheureusement. C'est souvent ça. Et il y en a même qui disent, quand tu viens voir ton boss pour lui demander l'augmentation de ta rémunération, c'est qu'il est déjà trop tard. Oui, alors ça, je suis 100% d'accord. S'il y a un truc que j'ai appris durant le peu d'années d'expérience que j'ai, c'est que tout ce qui est augmentation, etc., ça se joue bien, ça se joue bien à l'avance. Donc, D'accord. Et justement, aujourd'hui, en termes de rémunération de façon générale, dans ces entreprises-là, si on prend le cas comment dire, un DevOps senior, quelle est la tranche à peu près, si on prend déjà la tranche fixe, plus à peu près la tranche variable, et comment ça peut évoluer justement? en termes de salaire, franchement, c'est compliqué de donner un chiffre. Euh, je sais que les boîtes françaises sont assez frileuses à payer les gens de certains montants. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment viser certains niveaux de salaire, je le dis clairement, c'est compliqué de l'avoir dans les boîtes françaises. Parce que je vois à peu près ce que les gens touchent chez nous. On va se parler clairement, clairement. Les salaires que certaines personnes peuvent toucher dans les boîtes anglaises ou américaines, avec avec le même nombre d'années d'expérience que j'ai, ça peut valoir le salaire de certains directeurs DSI dans les boîtes françaises, hein. Je ne parle pas de petites PME, de boîtes voire 200, 400 personnes. Il peut avoir ce même niveau de salaire, hein. Donc, si tu veux optimiser ton salaire, en tout cas en France, tu as plus intérêt à viser les boîtes internationales, les boîtes anglaises ou américaines qui payent beaucoup plus les gens qui sont dans la technique. Donc, tu peux avoir dans les boîtes, j'ai même été dans ou du moins, j'ai vu des SSI qui sont prêts à payer des DevOps à 90K fixe. J'ai vu des gens qui avaient moins d'années d'expérience que moi, des gens que j'ai formés entre guillemets, qui en changeant de boîte en allant dans des SSI en tant que DevOps Platform Engineer, qui touchait en fixe 70K. Donc, il y a un peu de tout. Ça va dépendre des boîtes, de comment tu te vends. Mais derrière les titres, c'est que les gens oublient, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a la réalité qui rattrape. Soit effectivement, j'ai passé les 5 premières années effectivement à me consolider un solide bagage technique. Donc dans ce cas-là, le jour où j'ai besoin d'aller dans une big tech, donc là les entreprises vont vouloir chercher effectivement à valider mes compétences techniques. Ce jour-là, je pourrais rapidement rattraper euh, le titre ou bien le salaire de l'équivalent d'un directeur, ce que tu viens de dire, et ce qui est très vrai. Alors que des fois, on peut rester sur le titre, par exemple comment dire, gestionnaire de projet. Le titre en français, c'est project, et comment dire en anglais, project manager, comme les gens aiment bien le dire. C'est bien, mais dans la gestion de projet aujourd'hui, il y a un peu de tout. Donc, on peut se retrouver effectivement à gérer un petit projet qui n'a pas forcément de portée, pour ceux qui savent pas, mais il y a beaucoup de choses beaucoup de métiers qu'on appelle des bullshit jobs.
aujourd'hui. Donc, si tu te retrouves project manager d'une application qui sert pas à grand chose ou bien d'une fonction qui sert à rien dans une entreprise, effectivement, en sortie d'école, tu es project manager, tu as le titre, mais très rapidement, tu vas te rendre compte que ça va caper, ça va caper. Et le plus dur, généralement, c'est quand on se trompe de virage, de revenir sur la route et de pouvoir reprendre. Parce que ça va demander des fois des sacrifices, notamment partir un peu de zéro sur certaines technos ou bien dans certains domaines, accepter de réapprendre complètement, d'être même des fois junior, alors que pour quelqu'un qui tient comment dire, ce poste-là ou à ces titres-là, c'est un peu souvent compliqué de revenir. Souvent, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir prendre sa carrière en main. Parce que ça arrive très souvent qu'on se fasse avoir par ces deux choses, qui sont le prestige, souvent le prestige de l'entreprise ou bien le prestige du rôle, ou bien très rapidement se faire avoir par la partie rémunération, qui, si on ne fait pas attention, peut être très conséquente au départ, et mais très rapidement capée parce que quand on regarde les augmentations dans les grandes boîtes aujourd'hui sont aux alentours de entre 2 à 5%. Ceux qui sont pas dans les cabinets ou dans les SS2I, c'est très capé rapidement. Euh, alors, tout ce qui est ambition, etc., il y a un principe, je pense que c'est le principe de Peter, qui dit que dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever vers son niveau d'incompétence. Donc, cela veut dire qu'on est toujours dans une logique, oui, on veut toujours plus, on veut aller plus loin. Euh, les boîtes, si tu performes bien dans ce que tu fais, on va vouloir que tu montes. Peut-être tu vas passer manager ou tu vas passer autre chose. Alors, arriver là, souvent, c'est pas la même compétence qu'il faut, assez souvent, parce que être contributeur individuel, en gros, tu fais ce qu'on te demande, tu ne gères pas des gens. Être manager, pour moi, c'est pas vraiment le même métier. Donc, moi, ma peur, c'est d'arriver à ce niveau où chaque fois que je vais arriver à un niveau, je vais faire ce qu'on me demande, on va te pousser à aller plus haut. Et tu vas arriver à un moment où tu vas arriver à ton niveau d'incompétence. Donc, ça, c'est ma plus grande peur. Donc, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'est, je fais ce qu'on me demande, j'essaye de faire un peu plus. J'ai toujours été assez curieux. Je pense qu'en informatique, t'as pas le choix. Vu à la vitesse à laquelle les choses évoluent, tu es obligé d'être curieux, d'avoir une vision un peu large sur tout ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, être vraiment ouvert, être curieux, aller au fond des choses, comprendre un peu ce qui se passe. Donc, ça m'a un peu réussi, on va dire. Je ne veux pas me plaindre jusqu'à présent. Après, je ne veux pas dire que j'étais quelqu'un de très ambitieux en sortant d'école, qui avait une vision très claire, hein, non. J'ai juste saisi certaines opportunités. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? J'ai vu que ça avait l'air intéressant. Je me suis un peu retrouvé dans le cloud DevOps par hasard, hein. C'est pas comme si, dès la sortie d'école ou dès mon stage de fin, je me dis, tiens, Mohamed, c'est ce que tu vas faire. D'ici 10 ans, tu vas être senior manager. Non. J'ai fait mon taf, j'ai saisi les opportunités, j'essaie d'être au courant de ce qui se passe, comprendre un peu le monde du cloud, être conscient de soi. Donc, on me contacte souvent sur LinkedIn, j'ai dit, tiens, cette boîte est intéressante. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu là où je suis. Et justement, ça m'amène à l'avant-dernière question, parce que je vois que le temps file, qui est sur effectivement l'accompagnement, parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir ses choix, c'est bien de voir un peu comment ça se passe de façon globale, euh, comment progresse la carrière. Mais ce que moi, je recommande et ce que j'essaye aussi de transmettre souvent comme message auprès des plus jeunes, c'est de trouver quelqu'un ou des personnes directes ou bien des émissions ou bien effectivement des sources d'informations que moi j'appelle un peu, je classe dans la catégorie mentorship, donc qui peuvent vous donner des éclairages, des éléments sur quelques années. Donc voilà, là on prend le cas aujourd'hui de Mohamed qui est quand même assez avancé dans sa carrière. Donc comparé à quelqu'un qui vient de commencer, ça permet quand même d'anticiper un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui par rapport à ça, est-ce que toi dans le passé tu as pu avoir des mentors?
direct ou indirect? Et comment tu valorises aujourd'hui la partie mentorship dans la carrière de façon générale? Euh, Mentorship et avoir des modèles, pour moi, c'est très important. Personnellement, j'ai pas eu de mentor attitré, on va dire. C'est pas comme si tous les 6 mois, j'avais un point avec quelqu'un qui me disait, ah tiens, ce serait bien que tu fasses ça comme next step. Non. Mais j'avais quand même des personnes dans ma boîte ou à l'extérieur de ma boîte que je suivais, donc que je prenais comme exemple. Aussi, quand j'étais dans ma première boîte, j'ai eu à faire des missions avec des consultants qui étaient beaucoup plus seniors que moi, donc que je prenais comme exemple. Donc il y a quelques-uns qui m'ont beaucoup aidé à sortir de ma zone de confort. Donc j'ai fait des missions avec un consultant qui était un peu plus organisationnel, on va dire, tout ce qui est communication, faire des présentations, faire des réunions. Donc j'ai eu la chance de travailler avec lui et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je le remercie encore de m'avoir poussé à sortir de ma zone de confort. Parce que tout ce qui était présentation, etc., c'était quelque chose que j'aimais pas faire du tout. Que je me suis rendu compte qu'en tant que consultant, bah, t'as pas le choix. Donc, il faut pas négliger cet aspect-là. Donc, il m'a vraiment poussé à faire des présentations, à savoir un peu plus communiquer avec les directeurs, faire des réunions, des points, des ateliers, des trucs comme ça. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Après, il y avait d'autres personnes qui étaient un peu plus techniques dans ma boîte que je suivais sur LinkedIn, GitHub. Je regardais la trajectoire qu'ils avaient suivie, les projets qu'ils faisaient. Donc, c'est surtout eux que je prenais comme exemple. Donc, j'avais pas de relation directe avec eux, mais bon, c'est comme ça que j'ai essayé de faire jusqu'à présent. I- Comment dirais-je, c'est identifier les personnes un peu clés dans ton domaine qui font des choses intéressantes et essayer de prendre exemple sur eux. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, si vous avez la chance d'être proche de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, etc., j'ai envie de dire foncez, quoi. Parce que vous allez profiter de son expérience, des erreurs euh, qu'il a faites et que vous pouvez éviter, quoi. Donc, franchement, foncez. Faut pas se dire, on connaît tout, c'est bon, j'ai été major de ma promotion, je cartonne partout, etc. Donc, je n'ai pas besoin de mentor, etc. Ça marche pas, quoi, tu vois. On a tout le temps quelque chose à apprendre. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vise toujours ceux qui sont devant moi. Je me suis jamais dit, ah, Mohamed, là, c'est bon. T'as fini, tu vis bien, la vie est belle. Non. J'essaie toujours de viser plus loin. Bon. Sky is not the limit, mais bon, on va, tu vois, on va quand même essayer de pousser le plus possible et de ne pas se mettre des barrières artificielles pour dire, ah non, ça c'est pas possible, je peux pas demander ce niveau de salaire là dans cette boîte, etc. J'ai vu des gens qui se limitent. Bon, on va dire, même moi à une époque, j'étais là, ah non, je peux pas demander ça, c'est pas possible, ça c'est indécent. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Les gens seront souvent étonnés des rémunérations que certaines personnes peuvent avoir dans certaines boîtes, même dans des métiers tech, quoi. Donc, comparé à d'autres boîtes en France, je peux vous dire que cela n'a rien à voir. Et dernière question aujourd'hui, c'est si tu avais un dernier mot, un conseil effectivement pour justement clore le débat, ça serait lequel? Et un dernier mot de la fin aussi, le dernier mot de la fin te revient. Résumé, euh, je dirais, bon, les gens qui sont dans mon domaine, il faut vraiment toujours essayer d'apprendre. L'informatique dans le cloud, ça évolue beaucoup. Donc, si tu n'apprends pas toujours, tu seras très rapidement sous la touche. Je pense que c'est même valable dans d'autres domaines. En informatique aussi, hein. Donc, pas vraiment de magie ici. Ensuite, comme je l'avais dit, bien faire son travail, c'est bien, mais il faut le faire savoir aussi. Donc, faut pas négliger les soft skills, comme on dit. Donc, communication relationnelle avec les gens, c'est très important. Ensuite, il y a une citation que mon père m'a dit il y a très longtemps, que j'ai gardée en tête. Il me disait toujours, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, je garde ça en tête pour éviter de me dire, ah, d'ici
30, 20 ans que j'ai des regrets dans ma vie. Donc, j'essaie tout le temps de me dire, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui qui pourrait potentiellement me faire regretter mes choix de demain. Après, personne n'est devin. Il y a certainement beaucoup de choix que je vais regretter, mais il faut quand même garder ça en tête, quoi. Être conscient de ce qu'on fait tout le temps et se dire, ah, est-ce que si je continue comme ça, je pourrais atteindre mes objectifs que je m'étais fixés. Bah, merci beaucoup en tout cas, Mohamed, pour cette quasiment 1 heure, hein, 1 heure de podcast. Et donc, en tout cas, merci pour le partage d'expérience. Donc, on te souhaite quand même beaucoup de réussite et beaucoup de courage. Et comme tu l'as dit, n'oublie pas d'apprendre parce que c'est là où effectivement tout se joue. Et voilà. Au plaisir et on te dit à la prochaine. À bientôt. Bye.